Bonjour et bienvenue dans Dis-le quand même, ton espace de parole anonyme, sans filtre et sans pression. Tout au long du mois d'avril, vous avez pu vous exprimer sur le thème du racisme. Et aujourd'hui, pour répondre à tout, on accueille Hélène de l'association Boulevard des Potes. Bonjour, donc je suis Hélène, oui, effectivement, de l'association Boulevard des Potes à Bordeaux, qui est une association de lutte contre le racisme et les discriminations, qui existe depuis un peu plus de 35 ans maintenant. On est sur le quartier des Capucins. Et donc l'association, c'est une association d'éducation populaire où, à travers nos actions, on essaie de sensibiliser les gens sur ces questions de racisme, discrimination, vivre ensemble, citoyenneté, démocratie, etc. Et on a aussi un centre d'études et de formation. Donc l'idée, c'est la prévention et la transmission. Donc on a diverses actions au Boulevard des Potes. On a notamment justement une action en direction de la jeunesse où on intervient beaucoup en milieu scolaire auprès des collégiens lycéens essentiellement. Voilà, l'idée, c'est d'aller discuter avec les jeunes de ces sujets qui sont des sujets très importants et qui peuvent les toucher au quotidien aussi. Et on fait ça avec les adultes aussi, même si, alors là, les adultes, c'est plutôt de la formation professionnelle, hein, où on va former des professionnels sur des questions de lutte contre la discrimination, à savoir comment ne pas discriminer dans leur pratique professionnelle. Puis on a aussi on a des actions culturelles tout au long de l'année. On organise les repas de quartier sur Bordeaux. L'idée, c'est de faire tomber aussi l'anonymat, d'aller à la rencontre de l'autre. C'est le b.a.-ba, mais ça permet aussi de lutter contre les préjugés. C'est une action qui a lieu tous les premiers vendredis du mois de juin. Et je finirai par une action qui est aussi très importante au Boulevard des Potes, qui existe depuis la création quasiment, c'est l'infopod nationalité. Et là, l'idée, c'est d'accompagner des jeunes nés en France, de parents étrangers, à acquérir la nationalité française. Donc on accompagne les jeunes et leurs familles à l'acquisition de la nationalité ou le droit au séjour, etc. Première question, c'est quoi le racisme? Grande question. Alors, le racisme, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une idéologie. C'est une vision du monde qui consiste à penser qu'il y aurait des races humaines et qu'en plus, elles seraient hiérarchisées entre elles. Donc, il y aurait des races supérieures et des races inférieures, donc qui justifieraient une inégalité. Quand on est raciste, il y a race. Hein. On sait que les races n'existent pas. Les races humaines, ça n'existe pas. Ça a même été prouvé. Maintenant, le racisme, il existe encore et continue d'exister. Donc, ce qu'on appelle aussi le néo-racisme, c'est au-delà de la question des races. Ça s'est déplacé vers la culture, sur la question des origines, de la couleur de peau et aussi de la religion. Dans tous les cas, c'est une forme de mépris et de penser que l'inégalité serait justifiée par une forme de hiérarchie. En fait. Deuxième question, pourquoi certaines personnes sont racistes? Il y a des personnes c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler du racisme primaire, voire du racisme ordinaire, c'est-à-dire qui véhiculent et qui sont porteurs de préjugés raciaux et qui souvent ne s'en rendent même pas compte. Hein. Comme c'est une certaine vision du monde, et bien ça va dépendre de ce qu'on vous a montré et appris comme vision du monde aussi. Donc ça vient forcément beaucoup de l'éducation, de l'environnement dans lequel on a grandi. Ça peut être aussi, en fait, c'est les influences qu'on va recevoir sur tel ou tel moment de notre vie. Et effectivement, je crois qu'on peut parler de mauvaises influences. C'est pour ça que c'est très important de parler dès le plus jeune âge, de sensibiliser. Troisième question, que faire si je suis victime ou témoin d'injures racistes dans la rue, à l'école ou dans la famille? Alors, effectivement, ça c'est important, l'idée de ne pas laisser passer, ne pas laisser faire. Cela dit, moi j'ai envie de dire, ça va dépendre du contexte. Je pense qu'on ne réagit pas forcément de la même façon quand on est dans la rue, à l'école ou dans la famille. Alors déjà, de ne pas se mettre en danger. Il y a des personnes qui peuvent être très violentes, donc voilà, de ne pas se mettre en danger non plus, et ne pas répondre à la violence par la violence, parce que ça, évidemment, c'est stérile. Et puis surtout, on l'a déjà vu, ça peut se retourner contre la victime. Donc, l'humour, c'est un outil qui est assez intéressant. Voilà, répondre à ce genre de propos par l'humour, ça peut décontenancer la personne et peut-être la faire réfléchir, mais en tout cas, ça met pas on rentre pas dans un rapport conflictuel du coup. Après, moi, je dirais qu'à l'école, à l'école, il faut se référer aussi aux adultes, hein, aux référents, aux encadrants. On laisse pas la victime toute seule dans cette situation, parce que ce sont des situations très dures à vivre et où on a besoin effectivement
mais de solidarité. Et c'est important parce qu'encore une fois, ça serait banaliser le racisme que de laisser faire. Et puis après, la famille, je dirais que là, la famille ou avec les potes d'ailleurs, j'ai envie de dire. Et là, je crois qu'on peut ouvrir une discussion. Voilà, d'échanger, sans s'énerver évidemment, ouvrir une discussion et le faire peut-être avec des arguments, le faire bouger. 4e question. Que faire si je suis victime de discrimination à l'embauche à cause de mon origine et ou de mes cheveux? Alors, avant de répondre, j'aimerais préciser que déjà, puisqu'on a parlé de racisme jusqu'à présent, il y a une différence entre le racisme et les discriminations. Le racisme, c'est une idéologie, donc on l'a vu, une vision du monde, alors que les discriminations, ce sont des pratiques, c'est un acte donc qui traite différemment et défavorablement une personne ou un groupe de personnes en raison d'un critère, donc qui peut être l'origine, mais qui peut être aussi le sexe, qui peut être l'âge, l'apparence physique, etc. Il y en a 26 qui sont interdits par la loi. Et il faut que cette discrimination soit actée dans un certain domaine. Donc l'emploi en fait partie, mais ça peut être aussi l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, au logement, etc. Si on est victime de discrimination, bon, déjà ne pas rester seul, première règle, ne jamais rester seul, pouvoir en parler, partager aussi avec d'autres personnes. Et puis, moi, ce que je conseillerais, c'est de se rapprocher d'associations de lutte contre les discriminations. Il existe aussi le défenseur des droits, donc c'est une institution au niveau national qui est autonome et qui agit sur la lutte contre les discriminations. La défenseur des droits a des délégués, des correspondants sur les territoires, sur les départements, donc il y en a en Gironde. Vous pouvez les trouver sur le site internet de la défenseur des droits. Donc ces délégués tiennent des permanences gratuites où vous pouvez être accompagné aussi. On peut aussi tout à fait porter plainte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on porte plainte, on n'a pas besoin d'arriver avec des preuves. Hein, la plainte ouvre sur une enquête. Voilà. Donc, voilà. Mais déjà, dans un premier temps, je pense que pour une personne, une jeune victime, c'est de se rapprocher d'une association. 5e question. Pourquoi y a-t-il du racisme dans les médias et les réseaux sociaux? Ce qu'il faut savoir, c'est que certains médias sont possédés aussi par des personnes qui les utilisent pour diffuser leur idéologie, diffuser des discours racistes, haineux, discriminants, stigmatisants, etc. Puis, il y a aussi la question de la diversité dans les médias. Les médias, ils doivent être à l'image de la société. Et la société française, eh bien, elle est diverse, elle est métisse, elle est plurielle. Et du coup, c'est important aussi mais que déjà les gens puissent aussi se reconnaître dans ce qu'ils voient dans les médias. Et à l'inverse, mais que les médias soient à l'image de la société dont ils parlent. Et, sur la question des réseaux sociaux, pourquoi il y a du racisme sur les réseaux sociaux? L'anonymat permet un déversement de haine. Évidemment, c'est plus facile quand on se cache derrière un pseudo. Hein. Il y a aussi une responsabilité des réseaux sociaux qui doivent interdire ces propos et agir en conséquence. 6e question. Est-ce que le racisme anti-blanc existe? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette idée de racisme anti-blanc, c'est un concept qui a été inventé par l'extrême droite au début des années 2000. Enfin, une personne blanche, de couleur de peau blanche, peut être victime de racisme. Effectivement, ça peut arriver. Quand ça arrive, c'est plutôt dans une relation interpersonnelle, d'accord? Donc, attention, c'est tout autant condamnable. Hein. Cela dit, après, quand on parle de racisme, le racisme anti-blanc n'existe pas de façon structurelle, systémique. Une personne blanche aura beaucoup moins d'obstacles dans l'accès à l'emploi, par exemple, ou dans un logement. Une personne qui serait perçue comme noire ou maghrébine, etc. Donc, même si elle peut être victime de racisme dans une relation interpersonnelle, on ne peut pas parler en tout cas, le racisme anti-blanc systémique n'existe pas. Parce qu'il y a encore le privilège blanc, là aussi, qui est à l'œuvre dans notre société. 7e question, c'est quoi le racisme intégré? Alors, honnêtement, je ne connais pas cette notion de racisme intégré. Alors, je pense que la personne qui a posé la question parlait peut-être plus de racisme ordinaire, c'est-à-dire tous ces petits propos qui peuvent être banalisés, les blagues, les petites réflexions, qui peuvent être humiliants évidemment, blessants, vexatoires, etc., mais qui sont de l'ordre du quotidien. Voilà, donc peut-être que cette personne a voulu parler de ce racisme ordinaire. Et après, moi, ce que j'entends par racisme intégré, c'est une autre notion, c'est ce qu'on appelle le racisme systémique. Et là, le racisme systémique, il ne renvoie pas à l'individu, mais au système. C'est-à-dire que notre système, nos institutions sont productrices et coproductrices de discrimination, par exemple,
ou que notre histoire, nos mémoires, nos héritages ont diffusé, véhiculé, comme on l'a dit, un rapport de domination. 8e question. Comment réagir quand on est victime de racisme intégré? Alors justement, si on parle de racisme ordinaire, de réagir aux propos, aux blagues, etc., je pense qu'il faut se muscler un peu là aussi. C'est-à-dire que l'idée, c'est de décontenancer l'autre aussi et de le faire prendre conscience aussi de la portée de ses propos. Ne pas laisser faire, évidemment, parce que à force de laisser passer, on légitime aussi quelque part et puis on peut se rendre complice. Donc non, à un moment donné aussi, c'est important de dire stop, surtout quand c'est des propos qui peuvent être très blessants et humiliants. Alors par contre, quand on parle de racisme systémique, c'est plus compliqué d'agir parce que comme on dit, là c'est les systèmes, ça ne repose pas sur un individu, mais sur plusieurs individus, sur un système d'acteurs, d'institutions, etc. C'est faire bouger les mentalités, faire évoluer les mœurs. Et ça, dans une société, ça demande du temps. 9e question. Comment lutter contre le racisme à mon échelle? Moi, je dirais commencer par soi-même. C'est-à-dire qu'il faut s'interroger sur nos propres préjugés. Parce qu'on est tous porteurs de préjugés et de stéréotypes. Et du coup, les interroger, les questionner, c'est la première étape. On ne va pas reprocher à l'autre, déjà, si on n'a pas fait le ménage à l'intérieur. Ensuite, je pense qu'en parler, discuter, c'est essentiel. Ça peut être aussi selon où on est, si on est étudiant ou si on est dans une association de jeunesse. Ça peut être organiser des temps de sensibilisation, des actions de lutte contre le racisme et la discrimination. On peut aussi militer dans une association, pourquoi pas, c'est une façon d'agir. Et puis, se cultiver. Réinterroger aussi notre histoire. Comme dit, c'est très important. Il ne s'agit pas de mettre en accusation tout le monde. On est aussi les héritiers de cette histoire. Donc, il faut aussi la regarder avec sérénité. Quelque chose qui est important aussi, et qui est peut-être pas évident pour tout le monde, c'est tout simplement aller à la rencontre de l'autre. Enfin, de l'autre avec un grand A, un majuscule. C'est-à-dire être curieux de l'autre qui n'est pas comme moi. D'ailleurs, on est tous uniques, autant le dire. Parce que le racisme, c'est vouloir aussi essentialiser les gens. Et on oublie leur singularité, on oublie qu'au-delà d'être noir, c'est comme au-delà d'être une femme ou au-delà d'être musulman ou juif, on est plein d'autres choses en fait. L'humanité, elle est riche et les personnes ne sont pas réduites à une identité. Donc aller à la rencontre de l'autre, ça participe aussi à déconstruire et à lutter contre le racisme et les discriminations. 10e question. Est-ce qu'un monde sans racisme est possible? Alors oui, c'est la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que étant donné que le racisme, c'est une construction, le racisme, il a été inventé. Moi, ce que j'aime bien dire, et notamment aux jeunes, c'est qu'à partir du moment où le racisme a été construit, ça veut dire qu'on peut le déconstruire, d'accord? Donc moi, je souhaite et j'y crois qu'on arrivera un jour à vivre dans une société sans racisme. Merci beaucoup Hélène pour toutes tes réponses et je te laisse le mot de la fin. Merci. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que même si des fois ça pourrait être un peu plombant, l'ambiance, et puis effectivement, comme il y a une minorité visible qui prend beaucoup d'espace et qui propage des discours de haine, on pourrait penser on pourrait des fois être découragé ou être pessimiste. Moi, j'ai envie de dire au contraire, de laisser un message positif parce que ce qu'on sait, c'est qu'il y a une majorité invisible, justement, qu'on entend peut-être moins, mais qui a une réelle envie de vivre ensemble, qui n'a pas de problème avec la pluralité et la diversité, et puis de génération en génération, on a des jeunes qui sont de plus en plus cultivés, éduqués, de plus sensibles à ces questions-là. Donc moi, je suis assez confiante pour le futur. Et je compte sur les jeunes, évidemment, pour faire bouger les lignes.